يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs et fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir et bienvenue au Pro de l'écho, votre espace hebdomadaire 100% économique. Un espace que nous consacrerons ce soir entièrement à la situation économique au Liban, un pays qui tente tant bien que mal de sortir des griffes d'une crise économique et financière systémique et qui a des conséquences désastreuses sur la monnaie locale. Au 15 mars dernier, le dollar américain, tenez-vous bien, valait 100 000 livres libanaises, faisant exploser le taux d'inflation. Alors en 3 ans et demi, depuis le début de la crise, la monnaie locale a perdu 98% de sa valeur dans une économie principalement importatrice et indexée sur le dollar. Et il se trouve que des initiatives sont lancées par des hommes d'affaires et des opérateurs économiques de part et d'autre du Liban pour tenter d'amorcer le changement et d'enclencher une dynamique positive à même peut-être d'offrir de nouvelles perspectives économiques au pays. La toute dernière a été à l'Élysée à l'occasion de la présentation d'une feuille de route pour une solution économique et financière. Liban, comment sortir de l'impasse? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors, pour débattre de la feuille de route en question, nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'écho en direct depuis Beyrouth, celui qui en est à l'origine, Nicolas Chichani. Vous êtes banquier, expert financier international. Bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je reviendrai vers vous dans un tout petit instant. Donc pour accompagner Nicolas Chichani, et toujours depuis Beyrouth en direct, j'ai également le plaisir d'accueillir Richard Pharaon. Vous êtes CIO de WE Group et représentant de l'association CRI des déposants. Bonsoir à vous également et merci d'être avec nous. Alors, avant d'entamer... Merci. Merci à vous, Monsieur Pharaon. Alors, avant d'entamer le débat, il convient de revenir sur le contexte économique général qui prévaut au Liban et à la faveur des conclusions de la mission du FMI au Liban, conclusions publiées depuis quelques semaines seulement. Je vous propose d'écouter les déclarations du chef de la mission en question, Ernesto Ramirez Rigo. Nous pensons que le Liban est à un moment très dangereux et à la croisée des chemins. Nous sommes dans une situation où le statu quo, nous pensons qu'il va laisser le Liban dans une crise sans fin. La dollarisation et l'économie monétaire augmentent très rapidement. Le chômage est très élevé. La pauvreté est très élevée également. Cela fait plus de 3 ans depuis le début de la crise et les politiques nécessaires pour inverser cette situation sont urgentes et doivent être des réformes très fortes. Les progrès sont très longs compte tenu de la complexité de la situation. Le pays est fondamentalement dans une crise importante. On aurait pu s'attendre à beaucoup plus en termes de mise en œuvre, en termes d'approbation de la législation, qui est nécessaire pour avancer dans certains domaines, vers la mise en œuvre des politiques et une prise de décision beaucoup plus ferme à cet égard. Bien sûr, nous sommes très conscients de la situation politique qui a créé un vide et qui est un enjeu majeur. Allez, place au débat des pros de l'école. On va commencer avec vous, Monsieur Pharaon. Alors, pouvez-vous d'abord, avant d'entamer le débat, nous dire si vous partagez le constat effectué par Monsieur Ernesto Ramirez Rigo, chef de mission du FMI au Liban? Moi, je vais vous expliquer un peu en 2 mots mon point de vue concernant le IMF et concernant ce qui se passe actuellement. Je vais résumer et je vais être très clair si vous le permettez. Ce qui se passe au Liban, c'est pas du tout une situation normale. C'est pas une crise économique. On n'a pas eu une crise économique comme ce qui s'est passé par exemple en Grèce ou à Chypre ou dans d'autres pays. C'est une crise voulue. Moi, je vous dis, il y a un complot
il y a un complot. Un complot, le mot est peut-être un peu fort, non? Il y a un complot pour détruire le pays, pour détruire l'économie, pour ruiner le peuple. Et ce qui s'est passé en 3 ans, c'était pas quelque chose de normal. C'était pas parce que le pays marchait très bien et puis d'un seul coup, ça s'est détérioré et c'était pas normal. C'était pas normal. Bien sûr, si vous voulez me dire qui est responsable, il y a des pays qui sont responsables. Il y a plusieurs pays qui sont responsables parce que tout le monde, tous les pays, même le IMF, et depuis des années, ils contrôlaient la situation au Liban, c'est-à-dire ils étaient au courant de ce qui s'est passé avec même il y a eu un rapport en 2016. Tout le monde le sait, il y a eu un rapport du FMI et il y a 8 pages qui ont, ou plus, je sais plus, 8 pages qui ont été déchirées et on ne savait plus exactement c'était quoi. Au fait, c'était que ça va mal depuis 2011, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu la guerre en Syrie, mais c'est évolué, il y a un complot, moi, à mon avis. Très bien, monsieur. La thèse du complot, bon, quelles conséquences elle a sur le plan économique aujourd'hui au Liban si l'on tente de rester à un niveau domestique qui concerne les marchés, les investissements, les entreprises libanaises? Est-ce que vous pouvez nous décrire actuellement le quotidien du monde des affaires au Liban, par exemple? C'est catastrophique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien actuellement. Si vous le permettez, je vais vous donner un petit exemple. C'est ma société, qui est une société de production, de spectacles, d'événements, de culture et tout. J'ai été obligé le 17 octobre 2019 d'arrêter mes activités parce que moi qui ai amené les plus grands concerts au Liban, je ne peux plus transférer même pas $100, même pas $100. Moi, je faisais des concerts à des millions de dollars. Je faisais des transferts, par exemple, de 200-300 000 dollars pour amener des artistes pour organiser des concerts. Moi, depuis le 17 octobre 2019, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais à la banque, je leur dis je veux amener un artiste et je veux transférer un montant X. Ils me regardent comme ça, comme qu'est-ce qu'il dit celui-là? Mon argent, l'argent de ma société est bloqué, mon argent personnel est bloqué, ma société a fermé et moi je représente des centaines de milliers de compagnies. C'est comme ça qu'ils ont fermé, qu'ils ont arrêté leur activité. Très bien, monsieur Nicolas Chichani, vous nous rejoignez en direct depuis Beyrouth. Bonsoir à vous. Bonsoir, comment ça va? Très bien, monsieur Chichani, merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, je vous repose la même question qu'à monsieur Pharaon. L'on a écouté les déclarations justement du chef de mission du FMI au Liban, monsieur Ramirez Rigaud. Je vous propose de les réécouter à l'instant avant de vous donner justement l'opportunité de les commenter et de nous dire tout simplement si vous les partagez ou pas. On écoute monsieur Ramirez Rigaud. Nous pensons que le Liban est à un moment très dangereux et à la croisée des chemins. Nous sommes dans une situation, le statu quo, nous pensons qu'il va laisser le Liban dans une crise sans fin. La dollarisation et l'économie monétaire augmentent très rapidement. Le chômage est très élevé, la pauvreté est très élevée également. Cela fait plus de 3 ans depuis le début de la crise et les politiques nécessaires pour inverser cette situation sont urgentes et doivent être des réformes très fortes. Les progrès sont très longs compte tenu de la complexité de la situation.
Le pays est fondamentalement dans une crise importante. On aurait pu s'attendre à beaucoup plus en termes de mise en œuvre, en termes d'approbation de la législation qui est nécessaire pour avancer dans certains domaines vers la mise en œuvre des politiques et une prise de décision beaucoup plus ferme à cet égard. Bien sûr, nous sommes très conscients de la situation politique qui a créé un vide et qui est un enjeu majeur. Nicolas Chichani, avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet, comme je le disais, j'aimerais savoir si vous partagez le constat de M. Ramirez Rigaud, chef de mission du FMI au Liban. Alors, je partage le constat, mais je ne partage pas la solution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le FMI essaie de faire une solution sur un tableur Excel. C'est-à-dire, vous avez des pertes, ben on les élimine et puis on redémarre. En fait, ces pertes représentent à peu près 100 milliards de dollars qui sont les argents des déposants. Ils sont tout simplement en train de leur dire, les amis, pour sortir de la crise, il va falloir couper cet argent et vous allez tout perdre. Ce que nous a expliqué M. Faron tout à l'heure, c'est en fait l'argent, son existence est toujours, son dû, si vous voulez, est toujours dans la banque, mais lui-même a été utilisé. Ce que essaie de dire le FMI et le plan du gouvernement libanais, qui est aligné avec celui du FMI, c'est que même le droit à cet argent, pas l'accès, mais même le droit, il veut le couper. Donc, il y a un grave problème. Le FMI est en fait contradictoire dans sa solution économique. Autant je soutiens les réformes qu'il demande, que ce soit des réformes d'ordre administratif, profondes, très utiles, fondamentales à la relance du pays, et des réformes dans le secteur bancaire, que ce soit dans les banques ou dans la Banque centrale, autant je ne soutiens pas du tout la manière dont il veut résoudre la crise économique en éliminant, en faisant un haircut, comme on dit, l'argent des déposants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif ultime du FMI, c'est en fait de prêter de l'argent en fait aux pays dont ils ont besoin et pouvoir récupérer cet argent une fois qu'ils créent la croissance. Or, on sait tous, comme financiers qui nous écoutent ce soir, que lorsque vous faites un haircut sur les dépôts, vous détruisez la confiance sur 100 ans. Alors le FMI est contradictoire dans sa solution. Il veut récupérer son argent en créant une croissance qui est suite à une confiance et en même temps il vous dit, pour résoudre le problème, je dois détruire la confiance en détruisant les dépôts. Parce que vous savez tous que si un jour, on va dire en Algérie ou en France, le président se lève et puis dit aux déposants, je vais vous enlever 1%, c'est la fin du monde, c'est la fin de la confiance du système économique. Donc il y a une contradiction ici. Ce que nous sommes en train de dire au FMI, c'est qu'il y a d'autres solutions. D'accord sur les réformes administratives, d'accord sur les réformes du secteur financier et bancaire, mais pas d'accord sur la manière de résoudre et de créer la croissance et la confiance au pays. Très bien. Monsieur Chichani, alors parlons de cette fameuse initiative qui a eu lieu cette semaine à Paris, à l'Élysée plus précisément, et à laquelle vous avez pris part. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi précisément à Paris? Écoutez, nous avons fait en fait taper à toutes les portes. Monsieur Faron, mon collègue et moi-même, nous avons en fait visité, tapé à toutes les portes de tous les députés libanais, des ministères. En fait, nous avons remarqué que la solution aujourd'hui du FMI est une solution qui est soutenue par la France. Et donc on s'est dit, il est temps d'aller rencontrer en fait les décideurs français en charge du Liban pour essayer d'exposer en fait ce qui se passe, vraiment leur remonter, si vous voulez, une idée réelle du terrain. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons écrit un email. Il n'y a aucune initiative politico, communautairo ou lobbyio derrière nous. Nous sommes des gens totalement indépendants. Nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous juste défendons le droit du pauvre déposant qui est intercommunautaire, interconfession. Tous sont pauvres, tous pleurent et tous ont perdu leur argent. Donc notre objectif, c'est d'aller plaider cette cause et expliquer en fait ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons donc contacté en fait les services français à l'Élysée et nous avons pris rendez-vous très simplement et nous sommes partis.
Et nous avons discuté, en fait, avec les responsables, de manière très directe et très franche, en leur expliquant ce qui se passe. Et ce qu'on a vu, c'est que on a été un peu surpris de voir que, en fait, la France était ouverte à une revue du plan du FMI, Oui. sur la partie des déposants. Sur les réformes, on était tous d'accord. Sur les réformes administratives ou financières, c'est parfait. Et donc, ça nous a donné un petit peu d'espoir pour dire, on peut quand même négocier. C'est pas quelque chose qui est top-down. Et si vous voyez ce qui s'est passé en Tunisie il y a une semaine, je pense, la Tunisie a imposé au FMI, si vous voulez, ses règles, et Oui. pas l'inverse. Par la voix du président Kais Saïed, oui, qui s'est exprimé sur la question. Et je pense que c'est un précédent qu'il faut prendre en considération, parce qu'en fait, il faut aller dans la logique. Est-ce qu'on est là pour aider le pays qui a besoin à se recréer, se reconstituer et créer la confiance dans le système, parce que la confiance est très importante, ou est-ce qu'on est en train de dire non, on fait une équation sur un tableur Excel et on coupe, et puis ça va marcher. Monsieur Chichani, je vais me faire un peu l'avocat du diable, comme on dit, mais ne craignez-vous pas qu'au Liban, on vous accuse justement d'aller chercher une espèce d'ingérence économique de la part de la France au Liban, la France qui n'a même pas tenu peut-être sa promesse du fameux financement des 11 milliards de dollars qui devait être mis sur la table il y a de cela quelques années. Non, écoutez, cette histoire des 11 milliards de dollars, c'était un peu plus que 11 en fait, c'était ce qu'on appelle l'initiative CEDRE. Oui. L'initiative du CEDRE, oui. Voilà, a très très bien fait de ne pas soutenir cette initiative, parce que la France a soutenu l'initiative de Paris 1, Paris 2 en 2002 et 2003, 2001 et 2002, et les responsables libanais qui étaient au pouvoir ont lapidé cet argent. Ils ont lapidé l'argent du contribuable français et autres qui ont participé à cette levée de fonds pour aider le Liban en 2001. Donc la France, il y a quelques années, a mis des règles bien précises. Elle a dit, écoutez, vous avez besoin d'un flux d'argent utile à la relance économique, c'était parfait. En fait, c'était un genre de plan Marshall. Oui. Vous vous rappelez, quand la Deuxième Guerre mondiale a fini, il y a eu le plan Marshall qui a injecté de l'argent dans l'économie européenne. Oui, le fameux plan de reconstruction. Exactement, Ouais. et la consommation. Sur laquelle la fameuse Baird est née. Tout à fait, tout à fait. Donc ce plan Marshall, c'était ce plan CEDRE pour le Liban. Et le Liban n'a pas réussi à se conformer aux exigences de la France et des pays donateurs quant aux audits ou aux règles strictes d'utilisation des fonds et pourquoi on les utilise, comment on les utilise, et les audits et les rapports réguliers. Donc ils ne sont pas. Donc la France a décidé et les pays continuent de ne pas le faire. Et je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ces règles étaient justes, équitables justement pour le Liban? Oui. C'était des règles minimales. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, la moindre des choses, vous dites mettez un auditeur, permettez-nous d'auditer ce que vous êtes en train de faire. C'est le minimum. Il n'y avait pas une ingérence de souveraineté dedans. Il y avait des règles économiques qui demandaient sur 11 milliards de dollars. On ne parle pas de 100 000 dollars ou de 50 dollars. Ce sont des pays qui devaient investir à haute échelle pour relancer l'économie et réinjecter cet argent. Donc, ils l'ont pas fait. Et je pense que c'était une bonne chose de ne pas le faire parce que ça n'aurait pas résolu le problème. Ça aurait juste décalé le problème de quelques années. Très bien. Parce que jamais eu de structuration économique, ni d'audit interne. D'ailleurs, les banques, le FMI demande un audit de 14 banques depuis 1 an et des poussières. Rien n'est fait. C'est catastrophique. On n'a pas besoin d'une loi ici. Ouais. Et ça, je le soutiens au FMI. Très bien, laissez-moi poser la même question à M. Pharaon. Justement, est-ce que vous pensez, M. Pharaon, que cette initiative ne soit reçue d'une manière peut-être un peu négative au Liban, du moment qu'elle a lieu en France, à l'Élysée, l'on pourrait vous dire, voilà, donc l'on cherche d'une certaine manière une ingérence économique dans les affaires du Liban, d'autant plus que ce fameux prêt ou financement du CEDRE en 2018 n'est jamais venu. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que M. Chichani a dit. Je vais être clair sur cette affaire. La France est en train de discuter depuis des mois, c'est-à-dire avec les politiciens
Et moi, je suis responsable de ce que je vais dire. Les Français sont en train de discuter avec la classe politique qui a volé le pays, avec une classe politique corrompue. La France n'est pas en train de dire, voilà, moi je veux écouter ce que les gens disent, ce que d'autres gens disent. Ils veulent écouter uniquement la classe politique. Qui précisément en France, Monsieur Pharaon, qui? C'est-à-dire les responsables, oui. Le président de la République, ou le ministre des Affaires étrangères, ou les responsables là-bas. Très bien. Avec le concours de Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Durel, j'imagine. De soutenir Monsieur Miati. Très bien. Monsieur le Premier ministre, Najib Mikati. Ouais. Le Premier ministre, voilà. Et on sait que actuellement, M. Mehdi, je ne veux pas rentrer dans les détails, oui. Mais on sait restons sur l'économie. Voilà. Bref. Alors nous, on a décidé depuis un an, on se bat, Nicolas et moi. On a été au Parlement européen depuis 2 mois. On a été invités. Ils ont organisé une grande conférence au Parlement européen. Et même, je vous dis, pour répondre à votre question, qu'on a expliqué aux parlementaires, au Parlement européen, la situation du Liban, ils n'étaient pas au courant. Ils ont dit, mais c'est quoi ça qu'on a bien expliqué? Parce qu'ils avaient la version du gouvernement. C'est pour ça. Alors, on a décidé d'aller partout. On est prêt, Nicolas et moi, d'aller partout pour faire entendre la vérité, exactement ce qui se passe au Liban, la version du peuple, la version de 1 500 000 déposants qui sont en train de mourir dans ce pays. Les déposants bancaires, oui. Les déposants dans les banques libanaises, bien sûr. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller et de dire, voilà, il y a l'opinion des hommes politiques ou de la classe politique corrompue, et il y a une autre opinion, c'est le peuple, c'est 2 millions de personnes qui voulaient parler et dire ce qu'ils ont à dire. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Très bien, Monsieur Pharaon. Donc, vous assumez la responsabilité de vos propos. Vous l'avez précisé avant de répondre. Monsieur Chichani, rentrant dans le vif du sujet et de la feuille de route pour une solution économique et financière que vous proposez. Elle contient 10 étapes sur lesquelles nous allons discuter. D'abord, avant de discuter de ces fameuses étapes, j'imagine que vous avez dû exposer un ensemble de problèmes économiques à propos de l'économie libanaise actuellement. Pouvez-vous nous dire lesquels? Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Pharaon dans le sens où... Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Vous m'entendez, vous me voyez? Parfaitement. Bon. Okay. Je disais, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Pharaon dans le sens où quand on a exposé le problème économique, nous avons senti que peut-être il n'y avait pas assez de remontée du terrain et de la réalité, parce que en fait la France ne cherche pas à s'ingérer, comme vous dites, dans ce qui se passe au Liban, mais quand elle traite avec les gouvernements actuels. Et donc ces gouvernements en cours ne remontaient pas nécessairement les informations telles quelles. D'ailleurs, ces gouvernements en cours n'ont pas encore fait les réformes que le FMI a demandées depuis 1 an et qui ont été discutées peut-être depuis 2 ans. D'ailleurs, le gouvernement actuel n'a jamais fait un plan économique depuis 3 ans, alors que la crise a explosé et que la dévaluation de la vie libanaise a dépassé. On est rentré en hyperinflation et dévaluation catastrophique. Donc, le gouvernement a su faire une seule chose, c'est faire un défaut sur les bons du Trésor pour déclasser le Liban complètement et le rendre aliénable, au niveau économique et sur les marchés financiers. C'est une catastrophe unique. Donc, c'est ce qu'a su faire le gouvernement. Des erreurs, voulues ou pas, c'est une autre question. Vous savez, en arabe, on dit moumanhaj. Donc, on n'ira pas méthodique dans ce domaine subséquent. Voilà, voulu.
donc on n'ira pas sur Oui, oui. sur ce Restons terrain. sur le débat Ah, économique. mais- Exactement. Donc sur le débat économique, donc le gouvernement n'a rien fait. Donc ce qu'on a fait, nous, on est un groupe de personnes totalement indépendantes économiques. Nous avons monté un plan de redressement du pays qui, à 80%, comme on l'expliquait, est en accord avec les demandes de la famille, mais qui a à peu près 20% qui explique une relance économique au travers, en fait, de ce qui s'est passé en France en 1993, quand le Crédit Lyonnais, par exemple, avait fait faillite. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et on avait créé une structure de défaisance entre CDR et Crédit Lyonnais, où on avait sorti du Crédit Lyonnais les actifs douteux, et on avait recréé le Crédit Lyonnais, et au travers du temps, on avait remboursé les actifs douteux. Et c'est ce système-là qu'on a proposé, en fait, ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont inventé, on l'a proposé dans la solution, qu'on a remis, en fait, à l'Élysée. Et ça, c'était quelque chose de fondamental, parce qu'ils n'avaient pas pensé à ça. On a vu un peu un étonnement de leur côté, en même temps un enchantement d'une telle solution qui a été inventée par les Français en 93, appliquée par les Suisses en 2008 avec UBS, et un peu dans de Margaret Thatcher. Donc qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé un plan sur 10 points. Si vous voulez, je peux les rapidement. Rapidement, voilà. Après, on va y venir dans les détails. Allez-y, je vous laisse les énumérer rapidement. On a proposé un plan sur 10 points. Voilà, je les ai devant les yeux, oui. Voilà, les premiers 5 points, ce sont des plans, on va dire, politiques. Ce sont des actions politiques qui ont un impact économique. Et les autres, ce sont des transformations, on va dire, économiques qui vont faire de la croissance économique. Donc politique comme l'électricité, comme le problème des réfugiés, comme etc., qui si sont résolus, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, vont créer de la croissance économique du PIB sans même faire aucune restructuration économique, si vous voulez. Mais en plus, une restructuration de la politique monétaire, de la dette, du secteur bancaire, et bien sûr, une utilisation de la solution utilisée en France en 93 avec le Crédit Lyonnais. Donc, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de couper l'argent des déposants. Et je ne sais pas si le FMI est au courant, mais il faut qu'il le sache. Parce que même la Banque européenne, la Banque centrale européenne, dans sa directive de 2014, parle du phénomène Crédit Lyonnais et le recommande dans la restructuration des secteurs bancaires quand il y a un problème. Donc, on s'est basé sur cette directive européenne de la Banque centrale. L'approche dite de reconstruction et de rationalisation Good Banks, Recovery Banks. C'est bien cela? Exactement. On appelle le Recovery Bank une société de défaisance, en langage technique, si vous voulez. Et cette approche-là doit être utilisée pour recréer la confiance. Et surtout, rapatrier les investisseurs extérieurs pour recapitaliser le secteur bancaire. Aujourd'hui, une banque qui a une faillite de 100 millions de dollars, aucun investisseur ne va mettre de l'argent dedans. Parce que s'il met de l'argent, il va récupérer la perte avec. Donc, ce qu'on est en train de dire, on dissocie la perte, on recrée un mini-secteur bancaire qui a besoin d'être recapitalisé, on le recapitalise sans avoir besoin de toucher aux pertes. Les pertes sont restructurées par un plan de restructuration du gouvernement qui va rembourser l'argent tout en gardant le droit à cet argent au travers du temps. Donc ça c'est la solution unique aujourd'hui qui pourrait fonctionner. Très bien. La recapitalisation sera à la charge de qui, si je puis me permettre, monsieur Chirhani? Ça peut être soit la Banque centrale elle-même. Oui. Vous savez, le Liban a à peu près 17 à 18 milliards, un peu plus maintenant avec... de réserve de change, oui. Non, de l'or. De l'or, oui, milliards pardon. D'or. C'est une des banques centrales qui a le plus d'or dans la région, après l'Arabie Saoudite. Et donc, il ne faut pas toucher à cet or pour rembourser. Par contre, on peut utiliser peut-être un demi-milliard, 1 milliard, en les injectant dans le capital des banques pour recréer la capitalisation et en disant aux investisseurs étrangers, vous mettez 100 millions, je match 100 millions en or. Ce qu'on appelle un matching concept dans un investissement à risque. Et ça peut relancer le secteur économique. Et les Libanais sont, vous savez, très business related. Ils vont redémarrer très vite. Déjà, ils ont un peu démarré. Très bien, monsieur Chirhani. Avant de revenir à cette fameuse feuille de route, j'aimerais me tourner une nouvelle fois vers monsieur Pharaon. Alors, parmi les problèmes qui se posent d'une manière insistante, il y a la question de la sécurité des déposants que vous représentez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils risquent au juste, ces déposants libanais, vis-à-vis de leurs banques?
Je vais vous dire, j'ai une chose juste pour ajouter concernant les réformes. Oui, Je vous dis franchement, on n'a pas besoin du FMI pour qu'ils nous disent il faut faire des réformes, parce que c'est le peuple qui demande ça, et c'est depuis 10 ans et depuis 20 ans, on demande des réformes. C'est pas au FMI de venir maintenant dire voilà, si je veux oui, vous donner les 3 milliards de dollars, oui. vous devez faire des réformes. Ça fait 3 ans qu'ils disent ça. C'est pas pour eux. Nous, on a besoin de réformes. On est sans électricité, on est sans eau, on est sans il n'y a plus rien. Les ministères, tout est fermé. La situation, monsieur, la situation au Liban, elle est vraiment catastrophique. On a besoin de tout. On a besoin d'un pays. On a besoin aujourd'hui, si vous demandez qu'est-ce que vous avez besoin Oui. au Liban, on a besoin d'un pays, d'un état de droit. C'est ce qu'on a besoin au Liban. On n'a pas besoin du FMI pour qu'ils viennent nous dire faites ça ou faites ça. On sait très bien ce qu'on veut, et le Liban, c'est notre pays, et on sait très bien ce qu'il faut faire dans ce pays. Et votre question, Oui. alors là, vous pouvez répéter votre Les, question, les- s'il vous les plaît. risques justement de ces déposants que vous représentez en tant que secrétaire général de l'association CRI des déposants libanais, qu'est-ce qu'ils risquent face aux banques, et quelles sont les méthodes un peu que vous préconisez, ou quelles sont les solutions que vous préconisez pour venir à bout de ce problème endémique? Voilà, les déposants, on a été chez tout le monde, on a vu tout le monde. On a été chez le premier, bien sûr, chez le premier ministre Miati, peut-être 3, 4 fois. Ouais. On a été chez tout le monde, chez les ministres, le ministre de l'économie, le ministre des finances, les députés. On a discuté avec tout le monde, vraiment avec tout le monde. Je vous dis très franchement, pour être très clair, ils s'en fichent du déposant. Pour eux, il y a un message très clair. Débrouillez-vous, on ne veut rien vous donner, Très bien, et oubliez l'affaire des déposants. très bien. C'est ce qu'ils nous disent. pour être clair dans ça. Scénario chypriote ou grec alors au Liban, auquel on assiste? Peut-on dire ça? Je ne crois pas, M. Cheikhani peut Ouais. vous répondre sur ça. On va lui Je poser ne la crois question pas. justement. À Chypre, voilà, à Chypre ou en Grèce, il y a eu ça. Au contraire, moi je sais que quand il y a eu la crise en Grèce, ils donnaient au début, ils ont donné 60 euros par jour, je Ouais. crois. Après, c'est passé à 300. 6 mois après, Ouais. à 600 ou je ne sais pas moi, 3000. Ils ont, bien sûr, il y a l'Europe qui a injecté Exactement. de l'argent et tout, mais c'était pas comme ça. Ouais. Monsieur, ici, je vais vous dire actuellement, le déposant, hein, vous savez combien il a le droit de retirer par mois? Est-ce que vous êtes au courant? Allez-y, dites-nous, Monsieur Pharaon. Une famille est obligée, une famille, je dis, composée de 4, 5 ou 6 personnes, est obligée de vivre avec 90 euros par mois. Très bien. Ce qui est l'équivalent, combien en livres libanais, c'est l'équivalent de combien? De 90, 100 euros, de 10 millions de... 10 millions. 10 millions de livres libanaises. De livres libanaises. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose de très important. Quand on retire ces 90 euros, quand on les retire de la banque, on va à la banque, on leur dit donnez-nous les 90 euros, on est débité à 500 euros, c'est-à-dire ils enlèvent 500 euros pour nous donner 300 euros. C'est le maximum pour une famille. Oui. On est obligé de manger, de remplir l'essence, de payer les assurances, les hôpitaux, les médicaments, les universités. On doit payer tout avec 90 euros par mois. Oui. Très bien, c'est clair. Au nom de 1 million 500 000 déposants. C'est clair, Monsieur Pharaon. Alors, Monsieur Cheikhani, justement, 2 questions. Alors, la première, vous proposez dans votre feuille de route donc d'adopter une loi pour protéger les déposants.
Est-ce que cela d'abord est faisable et est-ce que ça ne risque pas d'aggraver la situation des banques libanaises, notamment les banques publiques? Et la deuxième question, c'est comment fonctionne l'économie actuellement avec de telles conditions financières? Avant tout, je veux juste répondre à la question sur Chypre Oui, et allez-y. la Grèce. La Grèce, non, il n'y a pas eu un haircut sur le déposant, il y a eu une restriction à travers le temps, parce qu'il y a eu une forte injection, à peu près 389 milliards de De la dollars. part de la BCE, oui. Exact, enfin de l'Europe, entièrement. Oui, Les de la Troïka. Il y a au Voilà. travers de la BCE. Donc ça a sauvé le problème, ça va sauver la situation. Ils ont fait les réformes et ça a décollé. À Chypre, il y a eu c'était un tout petit peu différent. À Chypre, il y a quand même une ou deux banques qui ont laissé faire faillite, Exactement. des grandes, ce qu'on appelle too big to fail, et ils les ont fait failler. Mais c'était, si vous voulez, plutôt politique, parce que en fait, la plupart des déposants étaient d'origine, je pense, russe, et ils voulaient quelque part punir en fait la corruption comme ça. Et donc ils ont puni un peu les quelques déposants locaux, mais c'était orienté politique plutôt à Chypre. Et je me rappelle, les Russes n'avaient pas beaucoup aimé ça, et depuis ça a un petit peu stressé les relations. Mais au Liban, non, ils veulent faire faillite. On a 55 banques, ils veulent faire faillite les 55 banques. En fait, je vous explique la situation. Les banques au Liban sont aujourd'hui techniquement en faillite. C'est-à-dire, elles ont des pertes supérieures à leur capital, Oui. 10 fois supérieures au capital, voire 20 fois supérieures au capital. Donc, Quelle est la limite légale au Liban? Il n'y a aucune limite légale, Aucune c'est une limite limite légale. internationale. Ouais. Si vous avez une perte supérieure à votre capital, vous êtes déclaré en faillite. Voilà. Aujourd'hui, ils font des pertes estimées à 20%, 10 à 20% de leur capital, ce qui est une catastrophe. Alors pourquoi elles sont pas en faillite? Parce que la Banque centrale ne les a pas encore déclarées en faillite. Parce que la Banque centrale leur demande de ne pas appliquer la comptabilité internationale de IFRS 9 ou de Bâle 3, qui, si appliqué, va montrer ses pertes et va faire que les banques vont rentrer en faillite. Alors, vous me demandez, est-ce qu'il faut qu'elles soient déclarées en faillite, oui ou non? Il faut en fait que toutes les banques qui sont techniquement en faillite, il faut que la Banque centrale, comme l'a fait Margaret Thatcher, ou un peu, si vous voulez, François Mitterrand dans son temps, il faut mettre la main dessus. Parce que si vous faites faillite la banque, le déposant va perdre son argent. Il va être remboursé. En Europe, c'est 100 000 euros. Au Liban, c'est 75 millions. Ça veut dire 800 dollars. Donc, si vous avez 100 millions de dollars, vous allez avoir 800 dollars. Oui. Donc, l'objectif, c'est de ne pas faire faillite les banques, c'est de les restructurer. Et de prendre ces déposants, comme on disait tout à l'heure, de les mettre dans une société de recovery bank, okay, et de sortir du système. Si on fait faillite une banque, le déposant perd son argent. Le déposant perd son argent, le système économique perd la confiance et aucun investisseur extérieur, foreign direct investor, investor ne va plus avoir confiance. C'est fini, sur 100 ans. Donc, il faut être intelligent. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec la SD Bank. On avait parlé la fois passée quand on a passé ensemble très rapidement. Les Américains ont dit on va garantir jusqu'à 250 000 dollars à cause de la faillite. En 5 minutes, les marchés financiers américains ont dégringolé, c'était la catastrophe. Le président américain, gentiment, il s'est levé 2 heures après, il dit je garantis 100%. Alors peut-être les actionnaires vont perdre, le management va payer et va aller en prison, mais les déposants ne perdent pas. Parce que le déposant, encore une fois, c'était too big to fail. Oui, too big to fail. On ne dit pas aux déposants. Et c'est la 4e fois, 5e fois qu'il y a des crises économiques bancaires. À chaque fois, on protège le déposant. Alors, pourquoi ne pas le protéger par une taxe supplémentaire générale? C'est comme une assurance. Why not? Une couverture à 100 000 ou 250 000, c'est du racket. C'est quand le gouvernement accepte qu'une banque vous couvre avec une assurance à 250 000, c'est qui permet à la banque qui joue avec le reste, avec votre argent, à haut risque. Donc il y a un problème dans le système économique bancaire aujourd'hui, dans le monde entier, il faut revoir. Après ce qui s'est passé à la SVB. Mais au Liban, on revient au Liban, l'objectif c'est de ne pas faire faillite les banques. C'est de faire les audits nécessaires, c'est de mettre la main sur la banque, c'est d'emmener en prison
et faire la accountability, la responsabilité des dirigeants qui ont pris des risques énormes avec l'argent des déposants parce qu'ils ont fait des gains énormes aussi, etc., etc. Donc le système doit être intelligent. C'est pas blanc ou noir, c'est une solution entre le blanc et le noir pour créer la confiance et recréer le cycle économique du pays. Et c'est faisable parce que le Libanais, encore une fois, est rapide. C'est un businessman. Dès qu'il voit une opportunité, il va se lancer dedans et relancer l'économie. Et donc c'est ça ce qu'il faut faire. Très bien, Monsieur Chichani. Rapidement, une petite réponse justement sur ce que vous proposez d'adopter cette loi justement pour protéger les déposants ou pas. Dans la solution qu'on propose, qu'on a même donnée, comme je vous disais tout à l'heure à l'Élysée, la première chose, c'est de faire une loi qui protège les dépôts. Parce que dans la constitution libanaise, à la clause 15, la constitution garantit la propriété privée, qu'elle soit liquide ou physique. Une propriété privée, ça peut être de l'argent, ça peut être des terrains, ça peut être des immeubles ou des voitures. C'est une propriété privée. L'État le garantit constitutionnellement. Et à partir de là, on peut créer une loi que, quel que soit le plan économique, il doit garantir les dépôts. Les restituer est une autre solution. Oui. C'est ça ce qu'il faut faire. Et c'est là où le FMI ne fait pas la différence. Il dit non, je peux pas les restituer, donc je les coupe. Non. Parce que quand vous les coupez, vous détruisez la confiance. Donc il faut les protéger et créer un plan de restitution basé sur une croissance économique du PIB et une restructuration du secteur public et des institutions publiques pour les rendre plus rentables. Aujourd'hui, par exemple, l'électricité perd de l'argent au Liban. Il faut la restructurer. Oui. Les télécoms gagnaient 2 milliards de dollars par an, ils gagnent zéro aujourd'hui, il faut les restructurer, etc., pour recréer en fait un cycle économique et de la valeur, value creation, au niveau du pays et faire une croissance du PIB qui petit à petit va reconstituer les dépôts et créer la confiance ainsi que la liquidité dans le système. Très bien, c'est pas difficile. Le Liban est tout petit, hein. Oui. C'est pas difficile. Très bien, Monsieur Chichani. Justement, vous faites bien parler d'énergie, d'EDL, électricité du Liban, qui fait partie de votre feuille de route. C'est même la première étape par laquelle vous préconisez de passer. Alors, est-ce que ce problème de l'énergie n'est pas au fond le cœur du problème économique au Liban aujourd'hui? Alors, j'aime beaucoup votre approche parce que peut-être vous êtes le premier. Ça fait 3 ans que je passe à la télé, le premier qui met son doigt sur ce problème. Alors, moi j'ai divisé le plan en 2 parties. Une partie avec des décisions politiques et des décisions économiques. Position politique à conséquences économiques. La première décision politique qui doit être faite, c'est la reconstitution de l'électricité libanaise. Le Liban, c'est le seul pays au monde qui n'a pas d'électricité depuis 50 ans. Moi, je dis qu'il y a des guerres dans le monde avec des armes, et ça, c'est une guerre énergétique sur le Liban. Voulu ou pas, moumanhagé ou pas. Oui, ça c'est une autre guerre de manche, oui. Voilà. Mais c'est une guerre économique sur le Liban. Et il faut la résoudre. Elle a coûté au pays 40 milliards de dollars les 20 dernières années. Imaginez si ces 20 milliards, ces 40 milliards n'avaient pas été dépensés, ils auraient fait partie de l'argent des déposants qui n'aurait pas disparu. Parce que c'est comme ça que l'argent des déposants a disparu. Ils ont financé avec l'électricité, ils ont financé avec le secteur public qui était déficient complètement. Donc, erreur de gouvernance, de management, selon vous? C'est criminel, hein. C'est pas une erreur de gouvernance, ça va au-delà parce qu'il y a eu des profits, il y a des conflits d'intérêts, des gains qui ont été faits à droite, à gauche entre le secteur public et le secteur privé. Il y a eu des échanges de kickbacks, tout ce que vous voulez, hein. Oui. Donc là, il y a la justice qui doit voir ce qui s'est passé parce que quand même, on peut pas dépenser 40 milliards de dollars. Vous savez qu'il faut 800 millions de dollars pour construire une usine électrique, hein. On aurait construit 50 usines à exporter de l'électricité en Afrique, en Asie et en Europe, hein, avec 50 milliards. Donc, il y a un grave problème ici. Donc, l'électricité va créer de la productivité, de l'efficacité pour l'export et augmenter le pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, les Libanais payent ce qu'on appelle des moteurs de quartier, des générateurs de quartier, une énergie très, très chère. Quand ils vont instaurer l'électricité du Liban de nouveau, le coût va baisser et on va augmenter le pouvoir d'achat par $300 par mois à la famille. Donc, l'électricité est fondamentale. Le deuxième, c'est les borders, c'est-à-dire les frontières. Les frontières. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes à tout le monde. L'État perd en douane à peu près 2-3 milliards de dollars. Troisième solution politico-économique, il faut faire augmenter la collecte des taxes et pas augmenter les taxes. Dans une crise économique, vous n'augmentez pas les taxes.
la collecte des taxes, et ça va ramener 2-3 milliards de dollars à l'État. Et enfin, il faut trouver une solution aux réfugiés qui sont au Liban et les ramener dignement dans leur pays, parce qu'ils coûtent aujourd'hui à la Trésorerie libanaise 5 milliards. Si vous ajoutez tout ça, 5 plus 2 plus 3 plus 4, il y a à peu près 12 milliards de dollars qui vont rentrer dans les caisses en 18 mois. Oui. Ce qui vont relancer l'économie automatiquement, et le Liban est sauvé, rien qu'avec 4 décisions politiques. Très bien. Bien sûr, il faut l'État de... Très bien, monsieur Chichani. Oui. Rapidement, parce que très rapidement, monsieur Chichani. Décision économique, en 2 minutes, il faut faire une politique monétaire qui n'est pas inflationniste, alors que la Banque centrale n'en fait pas depuis 10 ans. Très bien. Il faut restructurer la dette. Il faut restructurer le Très bien, monsieur Chichani, malheureusement, nous n'avons plus... Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je tiens juste à rappeler que le règlement de la crise syrienne fait partie de la solution proposée par la diplomatie algérienne, notamment au sein de la Ligue arabe. C'est la fin des pros de l'écho. Je m'excuse auprès de vous, monsieur Pharaon, de ne pas vous avoir donné le mot de la fin. Nous manquons de temps. Merci à vous, monsieur Pharaon, monsieur Chichani. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Beyrouth. C'est la fin des pros de l'écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.